Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à nouveau au MH370. On va continuer justement nos investigations sur la trajectoire de l'avion. On a vu dans la vidéo précédente la trajectoire radar. On a vu qu'il y avait déjà pas mal de choses à dire dessus. On va maintenant s'intéresser à la trajectoire Inmarsat. Alors, je dis trajectoire Inmarsat, mais en fait c'est la trajectoire qui est tirée des données Inmarsat. Et donc en fait la dernière position de l'avion que l'on a dans le détroit de Malacca, c'est la dernière position radar, c'est la dernière position précise que l'on a. Donc les enquêteurs vont partir de cette dernière position et recoller sur les données Inmarsat. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que environ 10 minutes après le dernier contact radar, le système SATCOM de communication par satellite de l'avion s'est reconnecté au réseau et a pu envoyer des pings comme ça à peu près toutes les heures, ce qui donne une idée, on va le voir, de la trajectoire, mais c'est quand même très imprécis et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est si difficile de tracer une trajectoire dans l'océan Indien du MH370. Donc là, vous avez une image d'une des trajectoires de l'avion, mais on va voir que cette trajectoire, elle repose sur beaucoup d'hypothèses. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élément clé de ces données-là, c'est le satellite 3F1 que vous voyez à gauche sur l'image. C'est ce satellite qui appartient à Inmarsat, qui est un satellite géostationnaire de télécommunication. Et donc les avions, notamment le MH370, se connectent à ce satellite de façon à pouvoir envoyer des messages ACARS à la compagnie. Le satellite ne va servir en fait que de relais, comme nous allons le voir, vers une station sol, et cette station sol va ensuite relayer les messages à la compagnie, notamment des messages de position, ces fameux messages ACARS qui donnent la position toutes les 30 minutes, mais que l'on n'a plus. On expliquera ça plus loin, peut-être dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'on peut en tirer de ce manque de données. Et donc, ce satellite va jouer le relais des communications entre la station sol et le MH370. Voilà. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est la perte du SATCOM. Ce que l'on note, on a dans un rapport qui avait été publié, on a le log complet des communications de l'avion depuis le sol à Kuala Lumpur et jusqu'à la fin du vol. Alors, ce ne sont pas des données brutes. On entend souvent parler que les enquêteurs n'ont jamais publié les données brutes, surtout Inmarsat. En fait, ce que l'on a, ce sont des données extraites des données brutes. Inmarsat n'a jamais communiqué ces données brutes publiquement. Et ça peut se comprendre, même si ça met un certain doute sur Inmarsat là-dessus. Je ne suis pas d'accord sur un point, c'est que si Inmarsat publiait ces données brutes, avec toutes les lignes de code, ça ouvrirait une brèche potentielle dans le piratage des communications Inmarsat. Donc autant dire qu'il est tout à fait normal que ces données brutes ne soient pas publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces données brutes ont été communiquées aux enquêteurs de la gendarmerie l'an dernier. Ça a été très long, ils les ont demandé, ça a été refusé longtemps. Ils les ont eus à la seule condition de ne pas publier ces informations-là, enfin du moins les données brutes. Donc actuellement, la gendarmerie française travaillerait sur les données brutes pour essayer de voir ce qu'ils peuvent en tirer. Ce qu'ils peuvent en tirer, c'est ce qu'on va voir un petit peu là-dessus, c'est d'extraire les données qui sont importantes pour essayer de localiser, ou du moins d'essayer de déterminer la trajectoire de l'avion. Et on va le voir que c'est loin d'être aussi simple. Donc dans ces logs de communication, vous avez déjà de qui viennent les communications, c'est ce que vous voyez, les P-channel et R-channel. En fonction de ce que vous avez là, on sait cette communication qui a été enregistrée à telle heure bien précise, par qui elle est envoyée. Est-ce que c'est une communication qui vient du satellite parce qu'il utilise le canal qu'utilise le satellite pour communiquer avec l'avion, et l'avion va utiliser un autre canal pour pouvoir répondre et communiquer avec le satellite. Donc on a ces données-là. Dans ces données-là, on se rend compte qu'on a une dernière communication qui a été donnée avant que l'avion disparaisse en mer de Chine, et qu'ensuite on a un trou de détection qui est d'un peu plus d'une heure. Voilà.
Comment expliquer ce trou de détection, enfin ce trou de communication? Tout simplement parce que le système satellite a perdu brutalement son alimentation. Alors, on ne peut que spéculer sur les raisons de cette perte d'alimentation. Est-ce que c'est une défaillance technique? Est-ce que c'est un acte volontaire de couper l'alimentation du satellite à ce moment-là ou de couper autre chose? Là, toutes les idées sont possibles. Voilà. Ce qui est intéressant de voir dans ces logs, ce sont les informations que vous avez à droite, c'est le Burst Frequency Offset et le Burst Timing Offset. On va en parler parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ça dans cette vidéo, mais je vous renvoie également sur une vidéo dans laquelle j'ai expliqué de manière assez détaillée ce qu'étaient ces deux paramètres qui sont primordiaux pour déterminer la trajectoire de l'avion. Voilà. Donc on se base sur ces données-là de façon à essayer de reconstituer la trajectoire de l'avion. Et je reviens là-dessus, on était sur la dernière position de l'avion dans le détroit de Malacca. Cette dernière position, elle est précise, elle est donnée par un radar primaire. Donc cette information, pour moi, elle est fiable. Même si certaines personnes mettent en doute les données radar, selon moi, il n'y a pas d'ambiguïté dans le sens où les autorités ont communiqué relativement vite, moins de 24 heures après, sur cette trace radar qui a déplacé les zones de recherche vers le détroit de Malacca. Et là-dessus, je vous renvoie sur l'une des vidéos que j'ai faites sur les conférences de presse pour bien vous rendre compte que ça a bien été annoncé et non pas caché, comme certains peuvent le dire pendant plusieurs jours. Donc on a un dernier message à CARS qui est à 1h07, j'ai mis des heures en local, même si sur le graphique, les heures que vous avez, 17h et quelques, c'est des heures UTC, c'est des heures, on va dire, en heure mondiale pour simplifier. Mais en heure locale, ça fait 1h07 pour le dernier message, avant que l'avion ne disparaisse en mer de Chine. Et le message à CARS suivant était attendu alors il y a une erreur, j'ai pas mis 1h07, mais c'est 1h37. C'est-à-dire 30 minutes après, qui est 30 minutes le temps d'espace entre deux messages à CARS de position de l'avion. On n'a jamais eu ce message à 1h37, ce qui signifie qu'on sait que le système SATCOM, et donc la CARS, ont été coupés entre 1h07 et 1h37, ça ne fait aucune ambiguïté. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce laps de temps, il y a eu le dernier message radio qui était à 1h19, donc on ne peut pas savoir si le système SATCOM a été coupé avant le dernier message radio ou après le dernier message radio. Il faut être bien clair là-dessus. Donc ça, ces informations, elles sont avérées. Ce que l'on sait également, c'est que la compagnie malaisienne, au bout d'un certain temps, a envoyé un message à CARS à l'avion pour lui dire que le contrôle aérien n'avait plus de contact avec lui, il ne le voyait plus sur les radars, et il lui demandait d'accuser réception de ce message. Le problème, c'est que ce message a été envoyé donc par ACARS, mais l'avion n'étant plus connecté au réseau SATCOM, la CARS de l'avion n'a pas pu recevoir ce message. Donc ce message a été envoyé, je crois que c'est toutes les minutes. Toutes les minutes, le système renvoie le message. Et à chaque fois, il n'arrive pas à joindre l'avion, ce qui fait qu'à chaque fois, le message est rejeté. Et au bout d'un certain temps, il dit on n'a pas réussi à envoyer ce message. Pourquoi? Parce que l'avion n'est plus connecté au réseau, tout simplement. Voilà. La reconnexion du SATCOM. Chose troublante, on va se rendre compte qu'au bout d'une heure, le système SATCOM va se reconnecter. Donc, pour parler déjà un petit peu de ce qu'est le réseau SATCOM, vous avez divers satellites en orbite géostationnaire que vous voyez là, qui sont les satellites d'Inmarsat. Ils sont placés justement en géostationnaire au niveau de l'équateur parce que ça leur permet, comme vous voyez, de couvrir chacun une zone importante. Alors vous avez juste les pôles qui ne sont pas couverts par ce type de réseau. Donc si vous avez des avions qui passent par les pôles, ils vont utiliser d'autres systèmes de communication autres qu'Inmarsat pour pouvoir communiquer. Mais en tout cas, les systèmes géostationnaires comme on a ici permettent de couvrir quand même une zone suffisamment importante. Et dans le cadre du MH370, ce genre de système satellite est amplement suffisant pour couvrir la trajectoire que couvrait l'avion cette nuit-là. Donc l'avion va se connecter au système le plus proche, c'est le système 3F1 qui est IOR, Indian Ocean Region, que vous voyez en bleu. Et vous avez sa zone de couverture en bleu qui apparaît également. Voilà.
Dès l'instant où l'avion est dans cette zone, il peut être en communication avec ce satellite, mais il peut également toucher d'autres satellites. Donc vous avez forcément le satellite le plus proche qui va être sélectionné. En l'occurrence ici, c'est le satellite IOR. Donc tout dépend de la position du satellite. Ce que je veux bien vous faire comprendre initialement, c'est que pour établir la connexion avec le satellite, il faut que l'avion ait une parfaite connaissance de sa position GPS. Pourquoi ? Parce que l'antenne satellite que vous avez sur le dos de l'avion va devoir être dirigée dans la direction du satellite. Donc pour pouvoir savoir dans quelle direction il faut pointer l'antenne pour se connecter au satellite, il faut connaître bien sûr la position GPS de l'avion et la position GPS du satellite. La position satellite de l'avion, GPS, on la connaît, puisque c'est le système de navigation qui fournit cette information-là au système SATCOM pour savoir où est l'avion. Et la position GPS du satellite, c'est une position nominale qui est enregistrée dans la base de données du SATCOM. Donc l'avion connaît très bien cette position. Et à partir de là, il sait très bien dans quelle direction pointer l'antenne pour pouvoir se connecter au réseau. Pourquoi je signale cet élément-là ? Parce qu'il est extrêmement important. Il est important parce qu'il nous renseigne sur une information capitale, c'est que la position GPS de l'avion était connue de l'avion. Donc, l'avion savait parfaitement où il était, et donc l'équipage qui était aux commandes, pour moi, savait pertinemment où était l'avion, et donc il n'y avait pas de risque à ce que l'équipage soit perdu. Ça, c'est important comme notion, parce que si le système satellite a pu se connecter au réseau, a pu pointer le satellite, il savait dans quelle direction était le satellite, donc il savait pertinemment où était l'avion. Ça, c'est une information qui est, faut reconnaître, importante. Voilà. Donc là, sur ce dessin-là, vous avez donc le satellite et je vous ai fait pointer la position sur l'avion, la position de départ des flèches, c'est la position approximative de l'antenne satellite. Et ça, c'est important aussi parce que vous voyez que la direction dans laquelle il faut pointer, eh bien, ça dépend de la position du satellite par rapport à l'avion, mais pas de la trajectoire de l'avion. Donc, suivant la trajectoire de l'avion, vous voyez que la direction que va prendre l'antenne par rapport au nez de l'avion ne sera pas la même. Donc, c'est un détail également important à comprendre. Voilà. Ensuite, sur ces logs de communication dont je vous ai montré déjà un petit aperçu tout à l'heure, vous avez tous ces paramètres-là. Vous voyez les connexions que vous avez. Ce sont des logs. Vous avez des heures qui sont très proches. Si je vous prends les premières heures, 18h03, 41 secondes, etc. Vous avez donc un message qui comprend plusieurs informations. Et vous avez d'autres messages à des heures après, ça, on ne les a pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'informations. Ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est que quand on donne un arc qui va correspondre en fait à un BTO, ce BTO, en fait, c'est une moyenne de tout un tas de messages qui ont été échangés dans un laps de temps de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Donc, on a un BTO qui est moyenné pour l'ensemble de ces communications. Maintenant que je vous ai expliqué un peu le principe de base, on va un peu parler de la fiabilité du BTO, parce que ces données d'Inmarsat sont souvent pointées du doigt pour leur fiabilité ou leur intégrité. Certains supposent qu'elles ont été trafiquées, personnellement je ne le pense pas, mais pour autant dire, on n'a pas de preuves là-dessus. Maintenant, je ne pense pas que ça a été trafiqué parce que la richesse de ces informations est telle que je doute que l'on ait pu réussir à fournir autant d'informations, et surtout je pense qu'on aurait trouvé certaines coquilles et l'Independent Group a travaillé dessus et n'a trouvé aucune incohérence dans ces données. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces communications-là, c'est que le satellite ne représente qu'un relais entre la station sol qui va stocker les informations et notamment ce fameux log de communication avec les données de BFO et de BTO. Elles sont stockées par la station sol. Donc le satellite va servir d'intermédiaire entre l'avion et la station sol de façon à maintenir une communication dans des zones qui ne sont pas couvertes par d'autres moyens de communication. Quand vous êtes loin des terres, au-dessus de l'océan, vous n'avez pas d'autres moyens de communication que le système satellite, si ce n'est la radio HF, mais c'est souvent très sujet à des perturbations atmosphériques. Donc ce n'est pas un système qui est fiable. Aujourd'hui, les systèmes satellites remplacent de plus en plus les systèmes HF.
Dans le rapport d'Inmarsat, qui explique leur méthode de travail, vous avez également cette image qui est intéressante parce qu'elle nous donne le cercle BTO. Donc vous avez le petit cercle rouge qui est en bas là, sur Kuala Lumpur. C'est le BTO qui est obtenu lors de la phase de connexion initiale de l'avion lorsqu'il est au sol à Kuala Lumpur. Parce que lorsque l'avion est au sol, il va se connecter au système SATCOM et faire tout un tas de tests qu'on appelle du built-in test et essayer de tester la liaison. Et lors de ce built-in test, les logs d'Inmarsat vont enregistrer tout un tas de données, notamment le temps de réponse moyen de l'avion. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va servir plus tard dans les calculs notamment de BTO. Et vous avez après en vol la trajectoire de l'avion avec les positions ACARS qui ont été rapportées. Vous voyez la position ACARS 2. On a la position précise et le trait bleu et le BTO obtenu à partir de cette donnée ACARS 2. C'est-à-dire que sans tenir compte de la position réelle GPS qui est envoyée sur le message ACARS, avec le BTO, on arrive à déterminer un cercle et on voit que ce cercle, il passe pas pile poil sur la position GPS de l'avion, il est un petit peu en retrait. Pourquoi ? Parce que quand l'avion est en évolution verticale, en montée ou en descente, il y a une petite variation. Pour que ce trait passe pile poil sur la position GPS de l'avion, il faut que soit l'avion soit immobile, comme c'était le cas au sol, soit qu'il soit à une vitesse constante, ce qui est le cas de la position ACARS 3 que vous voyez, avec le cercle vert qui passe vraiment quasiment pile poil dessus. Là, l'avion est en croisière, à vitesse constante, et là, le BTO est relativement fiable. Donc, ça permet de mesurer un peu les variations de précision de ce BTO. Donc, ce BTO, comme j'ai dit, ça permet d'avoir un cercle. Pourquoi ? Parce que le BTO va nous renseigner sur la distance précise qui sépare l'avion du satellite, distance directe. Et l'ensemble des points à cette même distance du satellite, c'est un cercle qui est projeté en fait sur la Terre. Et à partir de là, vous savez que l'avion est quelque part sur ce cercle, mais vous êtes obligé de partir d'un point de départ de l'avion, c'est-à-dire la dernière position radar, pour essayer d'estimer, en fonction de la vitesse de déplacement de l'avion, où l'avion a pu se trouver sur ce cercle. Voilà. C'est logique que si le cercle il passe par exemple au niveau de l'Afrique du Sud, en 10 minutes par exemple, l'avion ne peut pas être dans le secteur de la Malaisie et se retrouver en 10 minutes au large de l'Afrique du Sud. Donc vous pouvez restreindre cette position sur le cercle en fonction de la dernière position précise et connue de l'avion. Et cette dernière position précise et connue de l'avion, c'est la position radar du dernier contact. Voilà. Donc à partir de ces BTO, Inmarsat s'est aperçu qu'il y avait plusieurs cercles, plusieurs communications. En effet, à chaque heure, lorsque le système satellite n'a pas de réponse, n'a pas eu de message de l'avion pendant la dernière heure écoulée, il va interroger l'avion, enfin du moins la station sol va demander au satellite, interroge l'avion pour savoir s'il est toujours connecté à ce réseau. Parce que pendant tout ce temps-là, le réseau lui laisse un canal ouvert pour pouvoir envoyer des messages. Donc il faut qu'il sache s'il est toujours connecté au réseau, on garde ce canal ouvert. S'il n'est plus connecté au réseau, on libère ce canal et on pourra l'attribuer à un autre avion. C'est exactement ce qui se passe avec vos téléphones portables, quand ils connectent à des antennes. Donc à partir de là, on a une position qui est environ toutes les heures. Et à chaque fois que l'avion va répondre au satellite ou qui va se connecter au satellite, on va obtenir ce fameux BTO, et ce BTO va nous renseigner sur la distance par rapport au satellite, et donc on va pouvoir projeter un cercle sur la surface de la Terre, et donc voir l'évolution de l'avion par rapport au satellite, et voir s'il s'en éloigne ou s'il s'en rapproche. Voilà. Et c'est sur ce point-là qu'il faut noter que la théorie de Diego Garcia ne tient pas. Elle ne tient pas parce que, dans un premier temps, l'avion se rapproche un peu, mais au bout d'un moment, il s'éloigne de Diego Garcia. Donc ça ne colle pas. Alors certains diront, oui, mais comme ces données Inmarsat ont été trafiquées, elles peuvent forcément nous faire dire le contraire. Personnellement, je ne le pense pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces données BTO, on va pouvoir tracer tout un tas de trajectoires possibles en fonction de la vitesse de l'avion pour essayer d'estimer
où il va se retrouver sur les cercles suivants. Et le dernier cercle que l'on reçoit va nous permettre de dire l'avion il est visiblement sur ce cercle-là. Mais c'est un cercle qui est très long, il fait plusieurs milliers de kilomètres, et ce qu'il faut bien comprendre, et ça je vais insister vraiment là-dessus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, cette position-là n'est pas la position du crash de l'avion. Il faut bien être conscient de ça. Ce que l'on a, c'est la dernière position sur ce cercle de l'avion lors du dernier échange radio. Mais passé cette heure-là, on ne sait pas combien de temps l'avion a volé. On verra un peu plus tard dans une autre vidéo que ce dernier échange radio, du moins avec le satellite, il nous renseigne sur une information capitale, c'est qu'il laisse fortement supposer, que l'avion n'a plus ses moteurs à ce moment-là. J'expliquerai pourquoi ultérieurement. Donc, on a une très forte présomption que l'avion, à ce moment-là, est en train de planer. Donc, on se doute qu'il n'a pas pu aller bien loin. Mais combien de temps il a plané, ça va dépendre de son altitude. Et ça, on ne sait pas. Donc, l'avion, il n'est pas sur ce cercle. Or, les autorités ont cherché, à la fin, sur ce 7e arc. Ils sont restés cantonnés sur ce 7e arc avec une marge d'erreur de plus ou moins environ 30-40 nautiques. Ce qui fait à peu près 70 km. Et on n'a rien trouvé. Donc, il faut faire le constat que l'avion a certainement plané plus loin. Je pense que sur ce point-là, les enquêteurs ont tenu compte en fait du fait que pour eux, il n'y avait personne aux commandes à la fin. Ce dont on n'est absolument pas certain. Personnellement, je penche pour le contraire. Je pense qu'il y avait quelqu'un aux commandes de l'avion à la fin, et donc quelqu'un a fait planer l'avion, et donc plus loin. Voilà. On va revenir vraiment sur ces données Inmarsat. Ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que pour se balader entre les arcs, vous avez un certain espace qui va séparer ces arcs-là. Pour que l'avion puisse passer d'un premier arc au deuxième arc, eh bien, il va avoir une certaine vitesse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse l'avion a volé. Donc les enquêteurs, les techniciens d'Inmarsat, ont dû faire certaines suppositions de vitesse en se disant si l'avion a volé à telle vitesse, eh bien, pour qu'il puisse se retrouver sur ce deuxième arc, eh bien, on arrive à savoir où est-ce qu'il va intercepter le deuxième arc. Mais on est sur une supposition de vitesse. Cette vitesse, le problème, c'est qu'elle est variable en fonction de plein de paramètres. Elle dépend du régime des moteurs, qu'on ne connaît pas. Elle dépend de l'altitude de l'avion, parce que l'altitude de l'avion, plus l'avion est haut, plus il va voler vite. On ne connaît pas l'altitude de l'avion, si ce n'est l'altitude du dernier contact radar, donc on peut partir de cette information-là en se disant, si l'avion est resté à la même altitude que lors du dernier contact radar, alors on peut tracer une trajectoire qui est relativement cohérente. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si l'avion, derrière, il est monté ou est-ce qu'il est descendu. On ne peut pas le dire. Donc, on ne connaît pas l'altitude de l'avion. Également, en fonction de l'altitude de l'avion, les vents auxquels va être soumis l'appareil vont être très variables. Vous allez avoir du vent qui peut le faire accélérer, qui peut le faire ralentir, et si vous prenez une altitude différente, les vents ne seront pas les mêmes. Donc vous avez également les vents qui entrent en compte. Les vents, on peut arriver à les déterminer si on sait précisément où on regarde, où est l'avion. Le problème, c'est que on ne sait pas précisément où est l'avion. Donc est-ce que l'avion il était à tel endroit ou est-ce qu'il était 150 km un peu plus loin, et là, même à la même altitude, les vents ne seront pas les mêmes. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'inconnus également là-dessus. Donc, rien qu'avec ces paramètres-là, vous avez également la température, je rajoute. La température joue également un rôle sur la vitesse de l'avion. Et la température, elle est variable en fonction de l'altitude à laquelle se trouve l'avion. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup d'inconnus. Et on est obligé de faire des hypothèses de vitesse sol pour essayer de voir comment l'avion a pu se balader entre les arcs. Et quand vous voyez sur ce dessin-là, vous voyez que l'avion il peut très bien être très au sud ou très au nord du dernier arc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez un avion qui vole haut et vite, l'espace qu'il va y avoir entre les arcs devra être important. Donc, vous allez avoir une trajectoire qui va pointer plus vers le sud si vous avez un avion qui a volé haut et vite. Si par contre, vous avez un avion qui est descendu, forcément sa vitesse sol est plus faible, et donc l'espace entre les arcs sera plus faible. Donc, vous avez une trajectoire qui va être plus haute sur le dernier arc. Voilà. Donc, vous voyez que la zone d'imprécision, ne sachant pas ce que l'avion a vraiment fait comme trajectoire, c'est très difficile à dire.
On va revenir maintenant sur le moment juste après la disparition des radars. Il y a plusieurs études qui ont été faites à partir du BFO. On va parler un petit peu tout à l'heure du BFO et ce qui permet justement de faire. On a ces dernières positions et la première reconnexion SATCOM, on sait que l'avion était sur une trajectoire qui était similaire. Parce que le BFO nous renseigne sur une approximation sur la route de l'avion. Le BFO qu'on obtient, il est cohérent avec la vitesse de l'avion. Voilà. Et il y a quelques variations, comme on voit au nord. Certaines personnes ont supposé que cette variation pouvait être attribuable à une variation du cap de l'avion pour faire ce que l'on appelle une contingency procedure, c'est-à-dire une procédure de sortie de route pour se mettre en parallèle de la route, descendre sous l'airway, c'est-à-dire la route aérienne, avant de tourner au sud et éviter de croiser des avions. C'est une possibilité. Je ne peux pas affirmer avec certitude que l'avion a fait ça. Je ne suis pas convaincu que la précision du BFO permette d'affirmer une telle chose. Voilà. Ensuite, ce qui m'interroge sur la trajectoire que vous voyez là, qui est une trajectoire qui avait été faite notamment par l'Independent Group, vous avez une trajectoire qui suit les pointillés des régions d'information de vol. En gros, ce sont les zones du contrôle aérien, pour simplifier. Et vous avez un avion qui suit pile poil les traits de cette zone. Et là, je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait un avion qui suivi vraiment ces traits-là. On verra un petit peu après. Vous avez une autre trajectoire, ça c'est une trajectoire qui a été soumise par Richard Godfrey récemment. On a une trajectoire qui se rapproche énormément des côtes indonésiennes et pour moi c'est incohérent. Et avec cette trajectoire-là, je ne suis pas du tout persuadé qu'on aurait obtenu les BFO que l'on a justement sur les logs. Donc sur cette image-là, vous avez différentes possibilités de ce qu'on a appelé le FMT, Final Major Turn, c'est-à-dire le fameux virage vers le sud. Pourquoi on dit que l'avion, à un certain moment, a tourné vers le sud? Parce qu'en fait, le BFO que l'on avait lors de la reconnaissance SATCOM, il a varié quelques minutes plus tard lors d'un élément clé, c'est lorsque la compagnie a essayé de joindre l'avion par le téléphone satellite. Lorsque la compagnie appelle l'avion par le téléphone satellite, le système SATCOM établit la connexion avec l'avion et on sait que la connexion a été établie, donc on sait que le téléphone a sonné dans le cockpit. Ça, c'est un élément important. Et personne n'a répondu. Lorsque vous avez des communications satellites comme ceci, les logs de communication enregistrent les BFO. Et malheureusement, ils n'enregistrent pas les BTO, comme dans les autres communications avec l'avion. On a donc uniquement le BFO. Et pourtant, ce BFO nous renseigne sur une information capitale, c'est qu'il est très différent du BFO que l'avion avait quelques minutes plus tôt. Et ça, c'est une information très importante parce qu'elle nous renseigne sur le fait que l'avion a tourné. Et il a tourné sur une trajectoire plus au sud. On va expliquer après pourquoi. Donc vous avez d'autres trajectoires comme celle-ci, où vous avez toujours ce fameux offset, l'avion qui est allé chercher un peu plus loin et qui a ensuite tourné vers le sud pour passer entre l'Indonésie et l'île de Nicobar. Voilà, ce qui est potentiellement, je pense, que ce que l'avion a fait. Maintenant, est-ce qu'il y a eu cet offset décalé un petit peu plus au nord? Je ne suis pas forcément convaincu. Vous avez également cette analyse de l'Independent Group qui montre cet offset. Ils ont passé beaucoup de temps à étudier les données de ce BFO à cet endroit-là pour essayer d'affiner le point de départ de la trajectoire. Selon moi, c'est très perfectible. Le BFO, on le verra, est pas ce qu'il y a de plus précis. Autre trajectoire supposée, un demi-tour et encore un autre demi-tour. Là, on est vraiment sur une trajectoire qui est assez biscornue. Voilà, ils ont testé plusieurs variantes. Autre possibilité, ça c'est une idée qui avait été soumise par Capsio, c'est que l'avion est parti très au nord. Et cette théorie, cette pointe que l'on voit au nord, moi elle ne me convainc pas du tout, parce qu'au niveau du BFO, je suis assez dubitatif. En fait, cette trajectoire plus au nord leur permet en fait de recoller sur le cercle suivant, à partir de coller ainsi au BTO. Voilà, vous avez plein de possibilités sur le virage vers le sud, vers l'océan Indien. Il y a plein de possibilités qui ont été étudiées. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir précisément laquelle de ces théories l'avion a réellement suivi.
Alors un témoignage intéressant, c'est le témoignage de Ketty. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais Ketty, c'est une personne qui naviguait sur un bateau dans cet endroit-là et qui a dit avoir vu un avion à basse altitude survoler son navire. On est de nuit. Dans son témoignage, il y a des notions d'avion qui est d'une couleur un peu orangée. C'est assez étonnant. Enfin, je suis très très dubitatif personnellement sur ce témoignage. Certaines personnes comme l'Independent Group, mais aussi Capsio, ont essayé de prendre ce témoignage-là, de l'étudier et d'essayer de recoller la trajectoire supposée de l'avion à l'heure de l'observation donnée par Ketty. Ce qui peut expliquer, comme on le voit sur cette image-là, la trajectoire plus au nord pour revenir ensuite de façon à pouvoir coller à l'observation de Ketty et de l'heure de l'observation. Je ne pense pas parce qu'en fait, quand on regarde le témoignage, Ketty, on est de nuit, on est en pleine mer où il n'y a quasiment aucune lumière et elle donne un témoignage qui est quand même assez détaillé d'un avion volant très bas. Or, personnellement, je ne pense pas que l'avion soit descendu à cet endroit-là. Donc je suis très très dubitatif, d'autant que la durée de l'observation, elle est quand même étonnamment longue pour un avion. La durée de l'observation est très longue. Ce témoignage, il pose question. Voilà. Pour moi, il est difficilement vérifiable. Personnellement, je pense que la trajectoire de l'avion serait plutôt dans la trajectoire rouge que l'on voit ici. Je pense que l'avion est vraiment passé entre Nicobar et l'Indonésie avant de tirer direct ensuite vers le sud de l'océan Indien. Et ce genre de trajectoire est tout à fait corrélable avec le BTO. On va parler maintenant du BFO, de façon à expliquer un peu de quoi il s'agit. Inmarsat a utilisé la communication téléphonique SATCOM que la compagnie a essayé de faire avec l'avion et donc retirer les BFO de ces communications-là pour essayer d'estimer la trajectoire de l'avion. Ils ont calculé les BFO à ce moment-là sur l'endroit qui est approximativement la position où on pense que l'avion il est, parce qu'à ce moment-là, on a une zone d'incertitude qui n'est pas non plus immense. Et ils ont calculé les BFO sur 360 degrés. Et ils ont comparé, ils sont aperçus que les BFO correspondaient à la partie verte et que quand on est tracé sur ce graphique-là, eh bien on s'aperçoit que tout le reste du vol ensuite, on a une trajectoire qui est relativement cohérente avec des BFO qui donneraient une trajectoire, alors pas précisément au cap sud, mais grosso modo une trajectoire vers le sud. Donc c'est ce qui a permis de lever le doute entre la trajectoire au nord et la trajectoire au sud. Au début, les BTO ne permettaient pas de faire la distinction entre la trajectoire vers le sud et la trajectoire vers le nord. Les BFO ont permis de discréditer justement ces deux trajectoires et de définir que c'était bien la trajectoire au sud que l'avion avait pris. Et suite à ces calculs-là, le Premier ministre malaisien a bien confirmé, donc on était à peu près, je crois que c'était une semaine après, que l'avion avait bien fini au milieu de l'océan Indien. Ce qui forcément pour les journalistes et pour les familles, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Voilà. Donc sur ce graphique-là, vous avez donc plusieurs trajectoires qui sont étudiées, notamment une trajectoire nord en rouge et la trajectoire sud qui est en vert. Et ce qu'on remarque, c'est que les BFO mesurés, pour une vitesse de 450 nœuds, vous voyez qu'il précise bien la vitesse, hein, parce que c'est une hypothèse de vitesse. Si l'avion a vraiment volé à cette vitesse-là, eh bien on a une trajectoire qui colle étonnamment bien à une route vers le sud. Voilà. Donc vous avez un exemple de trajectoire ici qui permet de voir une trajectoire, ça va être un cap ou route constant, qui finit loin au milieu de l'océan Indien. C'est une trajectoire possible. Après, ce qu'il faut voir dans cette trajectoire, c'est quelle est l'hypothèse de vitesse qui a été prise, l'hypothèse d'altitude, etc. Là, sur ce dessin-là, je ne les ai pas, mais voilà, ça repose sur des hypothèses de vitesse, il faut en être conscient. La fiabilité du BFO, alors, je dis depuis toujours que ce BFO nous renseigne, nous donne des informations intéressantes, mais il n'est pas suffisamment précis. Pourquoi ? Le BFO va être calculé en fonction de la vitesse de rapprochement entre l'avion et le satellite. Là, vous avez sur cette image-là
la distance directe entre le satellite et l'avion. C'est la distance la vitesse de rapprochement, c'est une composante de cette vitesse-là. Donc, le problème, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'avion va avoir en fait une position nominale du satellite. Comme vous voyez sur ce dessin-là, j'essaie de vous faire comprendre un petit peu comment l'avion calcule justement sa vitesse de rapprochement. Vous avez la position GPS de l'avion, qui est en fait la position projetée à la verticale sur la surface de la Terre, et vous avez le satellite qui a une position qui est projetée là aussi à la verticale de sa position sur Terre, qui est la position nominale du satellite. C'est cette position en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de l'altitude du satellite, elle est stockée dans la mémoire du système SATCOM, et c'est grâce à ça que le système peut déterminer la position, cette position GPS, et calculer la vitesse de rapprochement par rapport à ce point-là. On a cette vitesse de rapprochement, et à partir de cette vitesse de rapprochement, qu'est-ce que l'avion va faire? Il va moduler une fréquence par rapport à une fréquence de référence. Et donc, on sait que si l'avion a émis avec une certaine fréquence, on regarde l'écart qu'il y a par rapport à la fréquence de référence, et donc on peut faire le calcul inverse et déterminer quelle était la vitesse de rapprochement de l'avion par rapport à cette position nominale du satellite. Sauf que la vitesse de rapprochement réelle, en fait, vous voyez, c'est ce que vous avez en vert. Elle est sur cet axe-là. Alors, ce dessin n'est pas à l'échelle, hein. C'est juste pour vous donner une idée des paramètres et comment ces paramètres évoluent entre eux. Mais il y a un détail important, et ça c'est Victor Ianello qui avait fait la remarque très tôt, dans les tout premiers jours, suite à une image des autorités montrant la position du satellite et la position de l'avion sur les cercles, enfin du moins les différents cercles, et il a fait remarquer un point très important, c'est que la position du satellite sur cette image était sur l'équateur, c'est-à-dire sur sa position nominale. Or, on sait que le satellite à ce moment-là n'était pas à cet endroit-là. Il était légèrement décalé au nord. Pourquoi ? Parce que le satellite oscille autour de l'équateur de plus ou moins 1,6 degrés, et ça vous l'avez sur cette image-là qui est issue du rapport d'Inmarsat, et on sait que l'avion il était au-dessus de l'équateur à cet instant, donc enfin, le satellite. Donc la position qui est calculée initialement par l'avion part sur une position qui n'est pas totalement efficace, enfin pas totalement précise. Maintenant, ce genre de paramètres est assez limité quant à l'établissement de la communication. Ce n'est pas si important que ça. Mais dans des calculs pour pouvoir tenir compte de ce qu'a calculé l'avion et de la position du satellite, c'est un détail qui dénote quand même une forme d'imprécision également dans le BFO. C'est en tout cas ce que j'avais déterminé. Ce qu'il faut également bien comprendre, là je vous ai mis plusieurs exemples, on va voir plusieurs exemples pour voir l'évolution de cette vitesse de rapprochement. Dans le cas numéro A, enfin le A, vous avez un avion qui s'éloigne directement du satellite, et donc la vitesse sol est une vitesse sol brute en éloignement. Donc le BFO que l'on va obtenir va nous donner, si on refait le calcul à l'inverse, une vitesse qui est réellement la vitesse de l'avion, mais la vitesse d'éloignement. Ça, on est capable de savoir si c'est une vitesse d'éloignement ou de rapprochement avec le BFO. Dans le cas B, vous avez un avion qui se dirige directement vers le satellite, et dans ce cas, la vitesse qu'on va pouvoir tirer du BFO est la vitesse sol brute de l'avion en rapprochement. Donc dans ces deux cas, si on est dans ces configurations-là, d'un avion qui s'éloigne directement ou qui se rapproche directement du satellite, le BFO nous donne la vitesse réelle sol de l'avion. Sauf que le problème que l'on a dans ces données Inmarsat, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction volait l'avion. Donc on est bien obligé de faire l'hypothèse que l'avion avait d'autres trajectoires. Et quand vous prenez par exemple le cas de C, vous avez un avion qui ne se dirige pas directement vers le satellite, mais qui s'en éloigne pas directement non plus. Donc la vitesse d'éloignement que l'on va avoir ici ne sera qu'une composante de la vitesse réelle de l'avion. Et à partir de là, on va pouvoir faire des hypothèses de se dire, ok, cette vitesse réelle de l'avion, quelle est-elle ? Si on prend une vitesse bien précise, par exemple de 450 nœuds, eh bien on sera en mesure de déterminer quelle est, sur cette route-là, quel est le BFO que l'on aurait dû avoir. Voilà. Mais vous allez devoir faire plein d'hypothèses de vitesse. Néanmoins, on peut arriver à restreindre
la vitesse de l'avion, on sait quelle est la vitesse maximale de l'avion, donc on sait quelle est la longueur maximale de ce vecteur vitesse, la flèche bleue, on sait quelle est la vitesse maximale de l'avion. On peut arriver à faire des calculs de ce genre-là. En D, vous avez, même cas, un avion qui cette fois, lui, se rapproche un peu du satellite, mais pas directement. Et là aussi, avec le BFO, si on connaît vraiment la vitesse de l'avion, on peut déterminer la composante qui se dirige vers le satellite et donc le BFO qui peut en être tiré. Donc, vous voyez que c'est quand même très complexe dès qu'on rentre là-dessus d'arriver à déterminer quelle était la trajectoire de l'avion au-dessus de l'océan Indien. Je reviens sur le FMT, notamment au niveau de la communication du téléphone satellite. Là, vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, ce que je vous disais tout à l'heure. On avait donc un BFO qui était cohérent avec la trajectoire de l'avion lors du dernier contact radar, et qu'ensuite, on a une trajectoire qui est bien plus au sud. C'est en ça que le BFO nous donne une information intéressante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment l'avion a viré. Est-ce qu'il a viré relativement tôt ou est-ce qu'il a viré relativement tard? Ce qu'a fait l'Independent Group, c'est très intéressant, c'est qu'ils se sont posé la question, quel était le moment le plus tôt auquel l'avion avait pu tourner pour pouvoir se retrouver sur l'arc suivant, et quel était le moment le plus tard pour là aussi être sur l'arc suivant. Donc ils ont fait ces calculs-là de façon à estimer à quel moment l'avion a pu tourner. C'est très difficile à dire, ça nous renseigne un petit peu sur quel est l'endroit au plus loin où l'avion a pu finir avant de tourner. Et donc, vous voyez que ces calculs d'Inmarsat sur 360 degrés du BFO, ça a une cohérence. Voilà. Une fois qu'on a bien pris en compte ces données de BTO et de BFO, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de les fusionner et de voir ce que ça peut donner. Donc par exemple dans cette image, j'ai pris un exemple sur un arc quelconque, peu importe l'arc en question, et on peut reporter la vitesse d'éloignement ou de rapprochement que l'on avait sur cet arc. En l'occurrence ici, on était sur une vitesse d'éloignement puisque l'avion s'éloignait du satellite. Donc on peut tracer des petits vecteurs vitesse qui montrent l'éloignement de l'avion sur cet arc-là. On sait qu'il est quelque part sur cet arc grâce au BTO, parce que le BTO est relativement fiable, même s'il a une précision de plus ou moins 10 km, on a quand même une ligne sur laquelle on est certain que l'avion se trouve. Et donc, si on regarde une position bien précise sur cet arc, on va avoir la vitesse, le vecteur vitesse qui nous donne l'éloignement par rapport au satellite. Alors, il ne faut pas confondre, ces vecteurs que l'on a nous donnent une tendance à s'éloigner du satellite, mais ça ne nous donne pas la trajectoire de l'avion. L'avion peut très bien être sur une route au sud, ou sur une route un peu plus nord-est. Donc ça nous donne une tendance d'éloignement par rapport au satellite. À partir de toutes ces données, tout un tas de trajectoires ont été projetées en fait sur le 7e arc de façon à déterminer quelle était la position la plus au sud sur le 7e arc et quelle était la position la plus au nord. Bien entendu, ces paramètres reposent sur des hypothèses de vitesse comme je l'ai expliqué, avec toutes les imprécisions que cela comporte. Mais on a donc une zone de recherche qui avait été définie, comme vous voyez, tout au sud, à partir de paramètres de vitesse, en considérant que l'avion avait continué à voler relativement haut, à une vitesse quand même assez élevée, qui était de l'ordre de la vitesse de croisière standard. Donc, on a une zone de recherche qui a été délimitée en fonction de ceci, d'où le fait qu'on a cherché au début relativement au sud, c'est tout à fait cohérent. Il y a d'autres recherches qui ont montré des trajectoires avec des paramètres différents, vous les avez sur cette image-là, et qui montrent qu'on est un peu plus au nord de la zone de recherche qui était à l'époque cherchée, c'était la première zone de recherche. Et en effet, les recherches se sont décalées plus au nord après avec le temps, mais ils n'ont toujours rien trouvé. Voilà. Donc, vous voyez comment ces données ont donc été utilisées, ce qu'elles ont permis de faire. Néanmoins, elles n'ont pas permis de trouver l'avion, et c'est justement une des raisons pour lesquelles certaines personnes doutent de la viabilité de ces informations,
parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'avion avec ça. Non, je pense qu'avec toute l'imprécision qu'il y a dans l'utilisation de ces données que je vous ai expliqué dans cette vidéo, j'espère que vous avez un petit peu compris la complexité justement de la reconstitution de ce genre de trajectoire. Donc on est obligé de faire des hypothèses. Il reste un dernier paramètre, ça fera l'objet de la prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ce dernier contact SATCOM, après ce 7e arc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'avion a été piloté ou pas? Quelles sont les zones possibles dans ces deux cas? Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Comme vous verrez, il y a pas mal de choses intéressantes à en dire et des choses qui font débat. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura pas mal éclairé, que j'aurai réussi à être assez simple dans mes explications, parce que vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'assez technique. J'essaie vraiment de simplifier la compréhension pour que ce soit abordable à des néophytes, à des gens qui ne connaissent pas tout ça, qui ne sont pas des habitués du domaine aéronautique non plus. Là, ça dépasse vraiment le cadre aéronautique. Mais voilà, j'espère que vous aurez à présent une vision un peu plus claire de ce que sont ces données satellites. Je vous renvoie également faire l'autre vidéo que j'avais fait sur le BTO et les BFO, qui vous donneront des petites informations complémentaires sur ce que je vous ai expliqué ici. À bientôt.